Bonjour, mon nom est Daniel Cahouette et je suis le directeur du Musée de l'aviation de Sainte-Marie-de-Beauce. J'ai passé ma vie à faire des événements multimédia, des installations temporaires ou permanentes. Alors, quand je suis arrivé ici au musée, ce qui m'a intéressé, c'était d'améliorer tout ce qui était déjà en place. Parce que ça faisait déjà depuis 1985 que ça avait commencé, le musée de l'aviation. Ils ont ramassé des artefacts petit à petit. Ils avaient installé ça dans le haut du deuxième étage de la Maison du Puy. Quand vous venez au musée, évidemment, vous pouvez aller visiter l'autre musée qui est dans la Maison du Puy. C'est un immense terrain à l'origine, puis ça servait aussi de base d'entraînement et il y avait aussi quelques avions qui ont atterri ici, mais c'est rien de notable, c'était pas une piste d'atterrissage. Les entraînements même étaient beaucoup faits sur l'autre côté de la rue Notre-Dame, plus près de la rivière Chaudière. Il y avait accès à l'eau pour aller faire des entraînements dans l'eau en préparation du débarquement de Normandie. Alors, dans notre musée, on présente beaucoup les frères Vachon et les frères Fecteau et René Fauché, qui sont 7 pilotes natifs de Sainte-Marie. En plus des frères Vachon, il y a eu d'autres membres de Sainte-Marie qui ont été influencés d'ailleurs par les frères Vachon parce que c'était leurs voisins, l'autre, c'était leurs amis. C'était souvent des jeunes à l'époque qui travaillaient sur la ferme en tant qu'adolescents, puis après ça, ils s'impliquent au niveau de la mécanique ou de devenir pilote d'avion. Alors, René Fauché et Joseph Fecteau se sont amusés à offrir des tours d'avion parce que les autres ils aimaient vraiment ça, puis ils ont fait des tours d'avion ici, un peu partout dans la Beauce. Toujours dans les Fecteau, il y avait aussi Arthur Fecteau qui s'est lancé dans l'aviation, mais lui, de son côté, il est allé s'installer à Sainte-Terre, en Abitibi, partir une base d'aviation avec des services dans le Nord. Nous avons aussi une vitrine sur Thomas Fecteau. C'est le neveu de Arthur Fecteau et Joseph Fecteau. Il a travaillé beaucoup sur Fecteau Transport avec son oncle, puis il a travaillé toute sa vie dans l'aviation. Il était pilote, mécanicien, un amoureux de l'aviation, il était respecté, puis admiré de ses pairs parce qu'il, dans le fond, il s'est impliqué à tous les niveaux. Les gens savent qu'il y a un musée ici. À l'origine, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ramassées par les amis et la famille des descendants de ces pilotes-là. Puis de temps en temps, il y a encore des choses qui nous sont données régulièrement. Récemment, on a eu ce trophée-là, qui se trouve être le prix Fecteau, une légende et un pionnier de l'aviation de brousse au Québec. Bon, moi, je suis Jean-Marie Fecteau, le fils de Thomas Fecteau, qui est assez connu dans le monde de l'aviation. Mon père, qui me l'a fait connaître, mon frère aussi, parce qu'il est pilote chez Transat. Puis mon fils est aussi pilote là, pour Propère, qui est en fin de compte la compagnie qui a acheté Fecteau. Joseph, lui, c'est sûr qu'il voulait faire voler son avion. Il cherchait des clients, puis il y a les R100 qui arrivent à Québec. Puis un journaliste, lui, il voulait aller poser le R100. Fait qu'il avait été photographier le R100. Malheureusement, Joseph Fecteau a volé quelques années et a été faire une mission dans le Grand Nord, puis il est arrivé un malheur, il est décédé là-bas. Fait que ça, c'est une tragédie qui a passé à la une dans les journaux du Québec parce que c'était vraiment dramatique comment ça s'est produit. Mais on a entendu parler beaucoup de cette aventure-là dans une mission là, qui était pour reconduire un ingénieur forestier, un arpenteur, pas loin de ce qui est Churchill Falls. Mais finalement, ils se sont égarés. Lui, il s'est égaré, Joseph, puis il aboutit à Hopedale, mais à peu près 20 000 du village. Là. Puis mon père nous contait que finalement, l'avion n'était pas manqué d'essence. Il a payé un camp de trappeurs, puis il a dit plutôt qu'on va atterrir là pendant qu'on a encore du gaz pour qu'on contrôle la situation. Puis sur la porte du camp, c'était marqué ses dates de tournée pour faire sa run de fourrure. Fait qu'il avait vu une date là, qui était en octobre. Ils ont dit il va finir par passer, puis nous ramener à Hopedale. Mais finalement, il n'a jamais passé. Il est passé en février, fait qu'ils sont morts de faim. Fait que mon père, ça l'avait marqué. Puis la famille Fecteau aussi, ça avait marqué. Là. Ça fait que mon père, quand il a décidé de signaler son intérêt pour l'aviation, c'est sûr que son père, là, mon grand-père, Jean-Thomas Fecteau, qui se trouve être le frère d'Arthur aussi, là, puis le frère de Joseph, c'était le plus vieux de la famille. Il n'était pas trop convaincu que c'était une bonne affaire pour son fils. Il a eu son premier baptême de l'air avec Joseph à Sainte-Marie-de-Beauce, ici même. Là.
Il semblait qu'il y avait une piste de course pour les chevaux, là, ils décollaient de là. Le goût, la passion folle de l'aviation a démarré. La grand-mère Turmel, qui était la conjointe de Jean-Thomas Fecteau, avait fait comprendre à mon grand-père que ton gars, il viendra jamais un gars de commerce, il veut aller pilote. Dans le fond, mon grand-père, du côté paternel, c'était un arpenteur géomètre qui avait des contrats dans le Nord, puis comme de raison, l'avion, c'était le seul moyen de transport. Fait que finalement, mes parents sont connus de même. Mon père était pilote, puis ma mère était, mettons, étudiante d'été avec son père, puis elle suivait dans ses parcours d'expédition d'arpentage, puis ils se sont connus de même. Il avait décidé de protéger les castors, parce que les castors, depuis la Nouvelle-France, ils étaient chassés, d'essayer de les disperser sur plusieurs lacs. Et des Premières Nations allaient chercher des familles de castors, les emmenaient dans des... Au début, c'était des poches de patates, là, ce que mon père m'a toujours compté. Puis il y avait un castor qui s'était détaché, ou en tout cas, il avait sorti de la poche, puis il se promenait dans l'avion. Il y avait hâte qu'il sorte de l'avion. Et après ça, ce que des photos que j'ai, c'est qu'on voit toutes des cages de bois, là. Fait que là, les poches de patates, ça a été remplacé par de quoi de plus sécuritaire. Plus jeune, mon père m'a emmené dans le Nord sur le jump seat qu'il appelle, là, entre le copilote et le pilote. Puis on allait à Shefferville, Fort Chameau. Puis on voyait l'immensité du territoire québécois. Les mines à Shefferville. Puis ça m'a emmené à travailler dans le Nord. Au Canada, il y a eu un développement des services aériens. Ça a commencé avec des Canso dans les années 44. Ce modèle-là a servi quand même pendant plusieurs années. Et nous voyons ici, derrière, les premiers pilotes du service aérien au niveau du Québec. Le premier qu'on voit, c'est Thomas Fecteau, avec plein d'autres pilotes qui viennent de différentes régions du Québec. Les Canso qui étaient peinturés en jaune, en fin de compte, c'est des avions de surplus de guerre qui ont été transformés en avions citernes. Alors, pour faire la photographie aérienne et l'arpentage dans les Grands Nord, autant en été qu'en hiver, il fallait qu'ils se posent sur la neige. Et puis, il y avait déjà des skis qui étaient fabriqués en Europe qui pouvaient fitter sur leurs avions. Mais ici, on avait notre cher Thomas Fecteau qui, lui, il voulait avoir un ski vraiment spécial avec des encavures puis un certain poids, etc. Ça fait qu'il a fabriqué lui-même son ski. Ouais, ça, c'est un patin de Norseman. Ça, c'est le patin qui avait été dessiné par Adrien Neveu, puis mon père, puis Arthur Fecteau. Ça a été fait dans l'hangar à Sainte-Terre. Parce qu'à l'époque, les patins des avions Norseman étaient étroits, puis étaient adaptés aux lacs gelés, les lacs du nord de l'Ontario, l'ouest canadien, avec de la neige plus dure. Ça fait qu'avec ce genre de patin plus large, arrivé sur le lac, il y avait plus de facilité à atterrir, se déplacer. Ça fait qu'ils ont fait ce patin-là. Puis il y en a l'équivalent qui sont exposés au musée d'aviation à Ottawa. Dire que pilote de brousse, c'était pas facile, là. On voit des photos là, que son avion, c'est l'avion tout neuf. Il faut comprendre que leur hauteur venait d'arriver. Mon père, il pilotait le 3e, c'est le plus vieux hauteur actuellement en marche au Canada, là, le CF-ODH. Mais à l'époque, le CF-ODH, c'était le premier qui volait commercialement. C'est mon oncle, mon grand-oncle Arthur qui l'avait acheté. La légende dit que personne ne croyait en lui. C'était un petit gars de l'Abitibi, là, un petit entrepreneur. Il est arrivé avec une valise d'argent que mon père me comptait. Puis il a acheté ça cash à Toronto, that's it. Puis il a pilote de Diavelin a monté ça à Val-d'Or, je pense, fin décembre 1952. Puis mon frère, ça a été son avion. Après ça, Arthur, il a dit,
Arrange-toi avec ça. Mon père m'a dit qu'il avait aidé à financer Arthur. C'était 80 000 dans le temps que l'avion coûtait. Mon père avait fourni 8 000. Fait qu'il avait affaire à prendre soin de son avion. Fait que là, rendu en hiver 53, il allait reconduire des arpenteurs, ce qui m'a toujours compté, qu'il avait demandé aux arpenteurs de l'époque de vérifier le lac si la glace était assez épaisse. Ils ne l'ont jamais fait. Puis l'avion a calé sur un ski. L'aile a touché à la neige, je le vois sa photo. Puis là, ben, mon grand, il se parlait aux radios. Arthur, il dit, écoute, on va aller t'aider. Il dit, non, on ne voyait pas d'autres avions. Puis il avait réussi, ça avait pris 3 jours. En tout cas, on voit les photos avec des logs. Il avait levé son avion, il avait mis des branches en dessous, tout préparé ça pour décoller. Puis il montrait comment que c'était dur d'être pilote de brousse. Fait qu'il dit, si t'as la chance, fais un cours, puis après ça, tu décideras. Tu auras toujours une option. Et à l'époque, c'était difficile. Là, on voit, il y a eu un film sur les pilotes de brousse récemment. Là. Ben, dans le fond, c'est 5 ans. Ils volent des avions que finalement, c'est la 3e génération de pilotes qui volent ces avions-là, mais il y a eu une vie avant. Là. Fait que eux autres, il y avait. Aujourd'hui, tu as les GPS, vous le voyez, le film, ils ont un GPS, des radios, des bons radios, des moteurs plus fiables. Souvent, les Otter ou les Beaver ont été convertis avec des turbines, des camps bien aménagés, des beaux quais. Mais à l'époque, il arrivait, c'était l'arpenteur qui préparait un quai. Puis les cartes, mon père me montrait des cartes que finalement, c'était même pas fini de compléter. C'était marqué unknown. Ça veut dire qu'il y avait une zone blanche à la carte, puis là, ben, il refaisait sa carte qui ne comptait, mesure, un lac. Parce que quand tu es dans les airs, moi, je l'ai vu, là, c'est écartant. En dépit qu'on est en haute altitude, ça devient tout pareil, les lacs, là. Puis même, moi, j'ai fait du paramoteur, là, puis c'est sûr, quand tu es sur le bord de la rivière Chaudière, tu ne peux pas te perdre, mais si tu t'en vas un peu plus loin de ces terres, il faut que tu aies des repères, des églises. Bien, les lacs, eux autres, c'est les repères. Tel lac était tel orienté de telle façon. Il y a énormément de lacs. Là. Je ne sais pas comment il peut y avoir de lacs au Québec. Là. Puis à l'époque, bien, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, les compagnies forestières sont rendues quasiment à Baie-James. Ils bûchent à la limite de la forêt commerciale. Fait qu'il y a des chemins de bois partout. Tu vas reconnaître un chemin de bois, un camp. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Là. Les frères Vachon qui ont parti de rien, puis qui sont devenus des pilotes émérites, Arthur et Joseph, là, ils sont partis avec chacun 5 $ dans leur poche, puis ils faisaient des tours d'avion. Des fois, tu te demandes où est-ce qu'ils ont trouvé l'imagination, la force, la conviction de partir avec 5 $ dans ses poches puis finir avec la plus grosse compagnie aérienne d'hydravion. Là. La même affaire pour le musée de l'aviation. Je pense que c'est important de souligner ça, que ça s'est parti de Sainte-Marie avec de l'ingéniosité, la créativité, mais ce qu'il y avait de fondamental, c'est que c'était du monde habitué d'être tenace. Il y a de la conviction, de l'intelligence. Mon fils aussi est pilote, puis il disait souvent, finalement, à la base, c'est pas la grosseur de l'avion qui compte, c'est le plaisir que tu as de voler.